Alassane Ouattara a prononcé un discours solennel à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré cette année dans la ville de Bouaké. Une allocution marquée par un appel à l'unité, à la responsabilité citoyenne et à la consolidation des acquis du développement. Le président Alassane Ouattara a annoncé une augmentation significative de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée aux fonctionnaires et aux retraités. J'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2/3 du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à 2/3 de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. Dans un geste fort de réconciliation nationale, le chef de l'État a annoncé la libération ou la réduction de peine de 8533 détenus de droit commun, marquant ainsi la volonté du gouvernement de tourner la page des divisions du passé dans un esprit de justice et d'apaisement. J'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Le chef de l'État a mis en avant les efforts du gouvernement pour l'émancipation des femmes, notamment via des réformes juridiques et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ayant déjà bénéficié à plus de 420 000 entrepreneurs. Nous avons œuvré à améliorer les conditions de vie de nos femmes et de nos filles. Ainsi, depuis sa création, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, a bénéficié à plus de 420 000 femmes entrepreneurs dans toutes les régions de notre pays. Nous poursuivrons nos efforts pour permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à plus de ressources financières et de créer des activités génératrices de revenus. Ce 65e anniversaire de l'indépendance, célébré dans l'unité à Bouaké, s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis, de partage des fruits de la croissance et de la préparation de l'avenir, notamment à travers l'inclusion des jeunes et des femmes. Le président Alassane Ouattara a une fois de plus appelé les Ivoiriens à rester unis, vigilants et tournés vers l'avenir. Voilà, nous avons tous suivi cet élément et même la veille, nous avons ensemble regardé le discours, écouté le discours du chef de l'État. Docteur, dans l'ensemble, dans la forme, quelle lecture faites-vous de cette adresse du chef de l'État? Bon, dans la forme, c'est un discours solennel, solennel quand nous savons que nous avons 365 jours dans l'année et sur les 365 jours, nous avons une seule journée au cours de laquelle le président s'adresse de façon solennelle à ses concitoyens. Bien sûr que nous avons également une autre journée, une journée qui est constitutionnellement consacrée par rapport à l'article 114 de la Constitution, qui est l'adresse du chef de l'État au Congrès. Bon, on sait qu'au cours de cette adresse-là, le chef de l'État parle d'un certain nombre de sujets, il fait le point de la situation, mais celle-ci est assez essentielle. L'adresse du 6 août est assez essentielle parce qu'il y a 2 symboles forts. Le premier symbole, c'est une projection sur le passé. Le deuxième symbole, c'est un bilan à mi-parcours. Et le troisième symbole, c'est une projection. On dira même la fin du parcours. Nous sommes à 2 mois de la fin du mandat.
Oui, mais je prends le pays dans son entièreté. Cette date nous permet de faire un flashback sur le retour. D'où est-ce que nous sommes partis? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui et comment est-ce que nous nous projetons dans le futur. Mais cette date marque également un moment solennel. Parce que c'est au cours de cette date-là que nous nous rappelons réellement ce que signifie le mot souveraineté. Cette date nous permet de nous approprier les attributs de la souveraineté tels que définis par Jean Bodin. L'exclusivité du pouvoir politique, militaire, l'indépendance et également l'indivisibilité de notre pays. Donc c'est un moment fort, c'est un moment solennel. Bien. Michel Betta, votre lecture de cette adresse du chef de l'État? Bon, il faut dire que c'était une adresse solennelle, comme on l'a dit. Elle était attendue, mais dans la forme, il n'y a rien de spécial, puisque de ce discours-là, moi, je retiens seulement quelques aspects. Parce que même en 2024, ce discours-là est sensiblement le même. Hein, où il rappelle un peu presque son bilan à la tête de la nation et il fait un flashback sur notre passé historique et en même temps, il indique sa volonté de garder cette Côte d'Ivoire dans la paix pour des élections transparentes, inclusives. Mais là aussi, ça pose quelques questions parce qu'on est tout de suite en droit de se demander comment ces élections-là peuvent être inclusives et transparentes quand on sait que tous ceux qui comptent pour des Ivoiriens, pour nombreux Ivoiriens, sont écartés de ce scrutin-là. On avait attendu un geste fort d'apaisement, mais je crois que quand on a fini d'entendre le discours du président, on se rend compte qu'il a décidé de faire, de faire, comme on dit chez nous, un gros bras. C'est comment je peux l'exprimer, c'est-à-dire que ces élections-là sont toutes préparées dans son discours à être des élections où il veut imposer par tous les moyens sa vision, par tous les moyens sa démarche. Et vraiment, je ne pense pas que ses adversaires politiques pourront tolérer ça. Et moi, je pense que j'attends beaucoup, après avoir entendu ce discours-là, la réplique des partis de l'opposition qui seront en droit de dire vraiment leur colère, d'exprimer leur colère vis-à-vis de ce discours qui nous montre que le président a décidé et il a décidé et il espère que ça va se passer comme il a décidé, sans rien apporter, sans rien donner en retour. Bien, plus Chéric Balé, réaction? On reste sur la forme? Oui, sur la forme d'abord. D'accord. Sur la forme, c'est un discours assez plat qui est comparable à ceux qu'il fait depuis 2022. C'est-à-dire de 2022 à aujourd'hui, c'est un peu comme une récitation politique. On commence à parler de la paix, un clin d'œil au président Félix Houphouët-Boigny. Après, on parle du développement. Ensuite, on annonce les mesures. Et puis voilà, on souhaite une bonne fête de l'indépendance aux Ivoiriens. Donc, il n'y a rien de spécial dans ce discours, sur la forme. Bien, Lansana Karamoko. Oui, effectivement, le discours du président s'apparente au discours antérieur, pas seulement de lui, le président Alassane Ouattara, et même de ses prédécesseurs. Et en ce qui le concerne, il a parlé d'unité, il a parlé de paix, il a parlé de solidarité de travail. Ce sont des valeurs qui sont chères à la Côte d'Ivoire. Il a aussi dit que 65, c'est l'âge de la maturité, parce que ça fait 65 ans, notre indépendance, c'est l'âge de la maturité. Il a dit qu'il faut consolider les acquis et se projeter. Il a surtout dit qu'on revient à Bouaké parce que Bouaké a souffert à un moment donné de son histoire. Et 61 ans après, on revient à Bouaké pour la fête de l'indépendance, et ce qui consacre, n'est-ce pas, la renaissance de Bouaké. Il a parlé de sécurité, il a parlé du développement qui est palpable. Et également, il a parlé, n'est-ce pas, de la vie chère, ce qui est cher aux Ivoiriens. Je crois que c'est ça le vrai enjeu, n'est-ce pas, des populations dans le pays profond, les populations considérées comme vulnérables. C'est la question de la vie chère qui est essentielle, moi, à mes yeux, je crois que également aux yeux des populations. Il a parlé, n'est-ce pas, des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Il a parlé des femmes. Vous savez, il tient beaucoup, n'est-ce pas, aux gens.
l'aide que le Fonds FAFSI a apporté, n'est-ce pas, à près d'un demi-million de femmes. Et je crois que dans l'ensemble, le président a touché tous les points, même si ça s'apparente au discours, mais c'est aussi un rappel. Et je crois que le rappel est également pédagogique. Bien. Alors, plus cher Balé, aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est aujourd'hui palpable. Ce sont les propos du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ce que ça m'inspire par rapport à tout ce qu'il a dit, on reste sur la paix et la sécurité. Oui. Voilà, paix, sécurité, développement. D'accord. Par rapport à la paix, je pense que il ne suffit pas de dire des choses, surtout qu'il est président de la République. Il s'agit surtout de démontrer qu'on tient à la paix. Voilà, la paix ne doit pas rester un slogan. Et donc, comme l'a dit le frère Michel Betta tout à l'heure, nous, avant de venir, on a fait un sondage auprès de nos membres. Et par rapport à la paix, il y a deux choses que les Ivoiriens attendaient. C'était l'annonce d'un 6e dialogue politique et deuxièmement, la réintégration des leaders des principaux partis de l'opposition qui ont été radiés, d'autant plus que s'il y avait eu la RLE 2025, au moins le président Thiam serait inscrit sur la liste électorale. Par rapport à la sécurité, les enjeux sont importants, surtout avec le terrorisme qui est à nos portes. Mais au niveau intérieur, on l'a vu récemment avec les violences de Yopougon, il y a encore beaucoup à faire. La sécurité intérieure n'est pas satisfaisante. Il y a des agressions un peu partout. En tout cas, les citoyens ne se sentent pas véritablement en sécurité. Par rapport au développement, c'est bien de parler du FAFSI, c'est bien de parler des filets sociaux, mais il n'a pas parlé des déguerpis. Alors que tout en voulant lutter contre la pauvreté à travers le FAFSI et les filets sociaux, c'est le gouvernement lui-même qui a mis des centaines de milliers de familles dans la pauvreté à travers les déguerpissements et il n'y a pas eu de mesures les concernant. En ce qui concerne la cherté de la vie que j'inclus dans le développement, toutes les mesures qui ont été prises par le ministère du Commerce ne sont pas appliquées sur le terrain. Donc il y a un problème de suivi des décisions qui sont prises en faveur des populations. Donc finalement, les populations n'en bénéficient pas. Et la cherté de la vie, ce n'est pas les fonctionnaires. Nous avons, sur les 30 millions d'habitants, 12 millions de populations actives. Sur les 12 millions, en 2024, on nous a dit, le gouvernement lui-même nous a dit qu'il y a 274 131 fonctionnaires. Ce qui fait que ça fait seulement 2% de ceux qui travaillent dans le secteur informel. Parce que dans l'enquête emploi que le gouvernement lui-même il a fait, il a déterminé 25,4 de population qui travaillent dans le secteur formel et 74,6 qui travaillent dans le secteur informel. Donc, lutter contre la cherté de la vie ne devait pas se résumer ou se réduire à augmenter les salaires des fonctionnaires qui ne représentent que 2% des travailleurs en général. Ça devait être beaucoup plus large. Bien. La cherté de la vie, c'est les loyers. La cherté de la vie, c'est l'alimentation, c'est beaucoup de choses. On va revenir sur la question. Alors, docteur, comment vous réagissez sur ce point également, sur la question de la sécurité et la paix qui sont une réalité selon le président Alassane Ouattara, sans oublier le développement qu'il a eu à aborder, qui est aujourd'hui palpable selon ses propos? Bon, moi, j'aimerais dire à Mme Balé de sortir du syndrome du déni de la réalité. Voilà, parce que ce que le pouvoir RHDP a fait est visible, c'est vrai. Tout n'est pas parfait. En matière de paix et sécurité, on est unanime sur la question que le pays fait face à des défis sécuritaires énormes. On sait que nous avons à nos frontières des États faillis. Il va falloir assurer la sécurité depuis que le président de la République est au pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu quelques attaques, mais qui ont été circonscrites. Et jusqu'à présent, on peut dire que le pays n'a fait face à aucune autre attaque terroriste. Ça, c'est une réalité. L'indice de sécurité a nettement baissé en Côte d'Ivoire. On voit un peu partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire des caméras de sécurité installées un peu partout à l'image des pays développés. L'image des pays développés.
On voit une police qui est de plus en plus présente, une police de proximité, à l'image des pays développés. Ceux qui parlent, s'ils vont dans les pays développés, ils sauront qu'à chaque point de rue, il y a la police de proximité pour garantir un minimum de sécurité. Mais même si on le dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les petits pickpockets. Ça existe. Mais la sécurité est garantie. Par rapport au développement, mais nous sommes contemporains des faits dans ce pays. En 2011, on avait combien d'écoles en Côte d'Ivoire? 292. Aujourd'hui, il y a plus de 622 écoles qui ont été construites. Les universités, je suis du corps enseignant, nous avons aujourd'hui 9 universités en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane venait au pouvoir, on avait combien d'universités en Côte d'Ivoire? On avait à peine 3. Aujourd'hui, nous avons 9 universités. Mais est-ce que ça suffit pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui sur le chemin du développement? Mais le développement, c'est quoi? C'est d'abord des infrastructures économiques. C'est d'abord la formation des cadres. Pour qu'on puisse impulser le développement, il faut que les gens soient bien formés. Il faut que les gens puissent se soigner. Si on n'a pas d'hôpitaux, comment est-ce qu'on se soigne? Si on n'a pas d'école, comment est-ce qu'on arrive à former les cadres? Parce que c'est ces cadres-là, ceux qu'on forme dans les écoles, qui seront à même d'impulser le développement. Donc, il y a un début. Il y a un début. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il n'y a pas de formation de cadres, vous n'allez pas aller prendre des cadres à l'étranger pour venir construire le pays. En parlant d'étranger, vous parlez de développement pendant que certaines autorités partent se soigner à l'étranger. Comment vous expliquez arrêtons le déni. Ça a été longuement... C'est une réalité. Non, ça a été longuement expliqué, mais Sidik, moi je suis libre d'aller me soigner où je veux si j'ai les moyens. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me soigner en Côte d'Ivoire. Je peux me soigner en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai l'argent, je peux aller me soigner à l'étranger. Pour moi, le débat ne se pose pas. Bien. Alors, à partir du moment où vous ne prenez pas l'argent de l'État pour aller vous soigner. Bien. Le débat ne se pose pas. Michel Betta, réaction sur ces mêmes points, paix, sécurité, développement. Vous savez, contrairement à ce que... Est-ce que ces parties du discours vous ont déçu? Ou vous êtes plutôt motivé le président Alassane Ouattara a fait quelque chose aujourd'hui qui donne l'impression que la sécurité est assurée par lui seul. Alors que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Si chaque Ivoirien ne s'implique pas dans la question sécuritaire, on ne peut pas avoir la sécurité. Vous pensez que si les Ivoiriens, ils ne dénoncent pas ce qu'ils voient comme faille à certains niveaux, près de chez eux, où ils sont, mais il ne faut pas réduire la sécurité à un individu. Mais c'est parce qu'il y a des mécanismes. Vous aurez la parole, docteur. Allez-y, Michel Betta. Donc, c'est vraiment, c'est pas correct, cette manière de voir les choses. Il y a ces quelqu'un qui vont jusqu'à dire, non, les pouvoirs précédents, il y a eu un coup d'État. Mais on est contemporain aussi. On sait que c'est sous Ouattara, on a eu la première attaque djihadiste en Côte d'Ivoire. Sinon, par le passé, on ne connaissait pas ça. Donc, pour dire que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas se l'accaparer pour dire que sans toi, on ne peut pas avoir de sécurité. Moi, je sur quoi j'attendais vraiment ce discours, parce qu'il ne faudrait pas oublier que le discours intervient à 2 mois des élections présidentielles, moins de 3 mois des élections présidentielles. Donc, sur quoi on attendait véritablement le président, c'est sur ces élections-là. Mais qu'est-ce qu'on a entendu? C'est-à-dire, à la limite, la question même, en fait, ça a été voté en touche, comme si ce n'était pas une préoccupation essentielle, alors que c'est ça qui a introduit un climat de peur, de terreur dans la vie des populations. Aujourd'hui, les populations sont apeurées rien qu'à entendre les élections à venir. Moi, je crois qu'il faut sortir, il faut interpeller encore le président. Si quelque chose peut être fait pour apaiser le climat social, particulièrement ce qu'il a fait aujourd'hui, ça ne peut qu'envenimer le climat social. Il ne faut pas se flatter, ça ne peut qu'envenimer le climat social, et c'est dommage. Moi, je le dis, et je le répète, son discours, c'est un discours de défiance vis-à-vis de ceux qui attendaient un signe d'apaisement de sa part. Et moi, je crains fort que ça ne peut que déclencher la colère de ceux qui sont en face de lui. Et je vais conclure par là. Vous savez, on en arrive aujourd'hui à penser que, comme ces partisans l'appellent, brave guerre. Il faut arrêter ce bravage-là. Il ne faut pas braver les autres. Il faut plutôt travailler à concilier les positions. Il ne faut pas montrer que tu es le seul et tu peux tout faire toi seul. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Et s'il continue comme ça, il va être l'acteur de la déflagration sociale et ce sera dommage. Bien. Lansina Karamboko, votre réaction. Michel Betta parle d'un discours de défiance et en tout cas ne partage pas les avis partagés par un docteur sur ce plateau. C'est le point de Michel.
Et puis quand il dit que le président veut s'accaparer les questions de sécurité, mais le président, qui mieux que lui, est garant de la sécurité des Ivoiriens. La Constitution lui confère, la Constitution dont vous parlez autant, lui donne, n'est-ce pas, le devoir de veiller à la sécurité de chacun de nous. Alors donc, quand il parle de sécurité, il en parle d'abord en tant que premier responsable de ce pays. Et à ce titre-là, il faudra le lui concéder. Ça, c'est un. Maintenant, pour parler de sécurité en tant que telle, nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous sommes aujourd'hui. Chacun de nous a un village. Et on se rendait au village, on était très souvent victimes des coupeurs de route. Pour la petite histoire, et chacun le sait, il n'y avait plus de voyages nocturnes organisés par les compagnies de transport. Mais aujourd'hui, allez-y dans les gares routières, les voyages de nuit ont repris parce que la sécurité, c'est un indice qui est assez révélateur, n'est-ce pas, de ce que nous avons au niveau de la sécurité. Au niveau de la paix, quand vous regardez les investisseurs qui accourent ici, des grands chanteurs à l'international qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait pas de paix, on l'aurait fait. On a vu ici une canne qui s'est passée dans de très bonnes conditions. S'il n'y avait pas de paix, ça va se faire. Tous ces sommets, ces colloques qui sont organisés en Côte d'Ivoire, où tous les chefs d'État à travers le monde viennent se retrouver à Abidjan, s'il n'y avait pas de paix, ça va se faire. La bande qui est revenue, alors qu'elle nous avait lâché pendant de nombreuses années, qui est revenue s'installer en toute quiétude, s'il n'y avait pas de paix, ça va pas se faire. Et le développement, il est palpable. Aujourd'hui, on avait comment Abidjan était. Voyez vous-même, c'est des choses qui sont concrètes. Maintenant, l'homme étant un éternel insatisfait, on peut demander au président de faire mieux, parce qu'il a la capacité de faire mieux. Mais renier complètement ce qu'il a fait comme travail sur le terrain, vraiment, je dirais que sur le plan intellectuel, ce n'est pas du tout correct. Et nous sommes des intellectuels, nous devons apprécier à sa juste valeur ce qui est fait. Maintenant, demander plus. Il avait fait des promesses aux Ivoiriens, est-ce qu'il les a fait? Il a promis des logements à 25 000, est-ce que c'est fait? Merci. Mais pourquoi vous faites ces promesses-là? Les Ivoiriens l'ont voté. Mais c'est sur ces promesses-là que vous avez voté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lancina Karamoko, merci. Michel Beta, merci. Alors, le Cheikh Iqbal, les 65 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est aujourd'hui palpable. La Côte d'Ivoire fait preuve de résilience malgré les crises économiques, politiques et militaires qui secouent la sous-région. C'est ce qu'on retient en substance des propos du chef de l'État. Réaction là-dessus aussi? Oui, avant de réagir dessus, j'aimerais dire à Dr Adjelou que pour le niveau qu'il prétend avoir, dans un débat télévisé, on ne personnalise pas le débat. Voilà, il doit répondre avec ses arguments sur ce qu'il pense et les autres ont aussi le droit de penser ce qu'ils veulent. Donc, me taxer d'être dans le déni de la réalité, moi je pourrais aussi le taxer d'être dans un suivisme moutonnier parce que je ne suis pas obligé de penser comme lui. C'est lui qui a commencé. Je ne suis pas obligé de penser comme lui. Donc, on lui dit, il n'a qu'à parler des sujets comme nous. On va répondre à la question. Donc, je réponds à la question. On a 65 ans d'indépendance. Bon, si on est vraiment indépendant, hein. On a 65 ans d'indépendance, c'est bien. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que j'ai résumé ce que je pense. Puisque vous êtes venus sur les paix, sécurité, développement, tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, les retraités et les prisonniers. Mais il y a un point que je voulais relever concernant les prisonniers. Les années précédentes, on nous annonçait des chiffres ronds. On dit 2500, 3000 qu'on libère. Et nous, on s'est toujours plaint du fait que ces chiffres ronds-là, à la fin, ce n'était pas respecté. Et il y avait beaucoup de spéculations autour de la libération des prisonniers. Ce qu'on avait proposé, et je pense qu'on nous a écouté cette année, c'était qu'avant que le président ne parle, tout le monde sait qu'il parle au moins le 6 août et le 31 décembre. Et donc, l'administration pénitentiaire devait faire le point de tous ceux qui sont coupables de délits mineurs ou les remises de peine aussi. Comme ça, avant que le président ne parle, il donne des chiffres précis. Et cette année, il a été très précis. Hein. Il a dit
Excusez-moi, on a pour les prisonniers, je cherche mes notes, 2087. Oui. Voilà, pour la grâce présidentielle, pour les délits mineurs, et puis 6446 pour les remises de peine. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on a des chiffres vraiment précis, j'espère que c'est parce qu'on nous aura écoutés et que s'il en est ainsi, on n'aura pas de retard dans la libération de ces prisonniers, parce que souvent ça met 2 mois, alors que si tout est bien fait, la semaine même qui suit, tout le monde peut sortir et ça met fin à toutes les spéculations qu'il y a autour de ces libérations-là. Donc vraiment, pour les remises de peine, il faut remercier le président parce que ça concerne les prisonniers qui ont duré en prison et qui sont en train de finir leur peine et on leur raccourcit cette peine-là. Bien. Alors, docteur Adjelou, concernant la FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, 420 000 femmes ont bénéficié de ce fonds-là, selon le chef de l'État. Et puis également, plus d'1 million de jeunes impactés par le PJGOUV, c'est le programme jeunesse du gouvernement, ces dernières années. Réaction là-dessus. Est-ce que ces chiffres donnés sont la réalité sur le terrain, selon vos analyses? Bon, je suis dans un domaine qui me permet quand même d'avoir une certaine lisibilité et même la possibilité de faire aussi un suivi sur ces questions-là. Je dirais même que ces chiffres vont au-delà de ce qui est annoncé. Parce que non seulement on a le FAPSI, mais on a également les filets sociaux également qui prennent aussi en compte des familles vulnérables. Et quant aux jeunes, je pense que le programme jeunesse du gouvernement n'a pas commencé maintenant. Depuis 2024, on avait lancé le programme jeunesse du gouvernement. Donc le président, lors de son discours de fin d'année, l'année dernière, il avait dit que le programme devait se poursuivre. Et je pense que le ministre Touré est dans cette veine-là. Je pense que cette année, on va avec la construction de plusieurs infrastructures, lycées professionnels, centres de services civiques. Mais en somme, vous ne trouvez pas qu'il y a des efforts à consentir dans ces domaines-là? Oui, mais c'est ce que nous disons à l'opposition. Nous reconnaissons qu'il y a du travail qui se fait, mais tout n'est pas parfait. Ce qu'on attend de l'opposition, c'est de proposer. C'est ça. Mais ce qu'on reproche, c'est le déni de la réalité. Mais vous, en tant qu'universitaire, qu'est-ce que vous proposez au pouvoir pour améliorer? Parce que c'est vrai, on parle des chiffres, mais certains jeunes, quand on en approche ces derniers, se disent ne pas bénéficier de certains dispositifs mis en place par le gouvernement ivoirien. Moi, je suis dans le domaine de l'enseignement, donc j'échange énormément avec les jeunes. Vous savez quoi, au niveau de l'université de Cocody, il y a un centre emploi jeune. Mais beaucoup d'universitaires ne sont même pas au courant qu'ils peuvent aller là-bas pour prendre des renseignements, pour se former, etc., et déposer des CV. Donc, nous les sensibilisons. Nous, ce que nous pouvons faire, nous les sensibilisons. Je pense que là où il y a des problèmes, c'est le fait que beaucoup de jeunes ne sont pas informés. Ils ne savent pas réellement où aller pour avoir la bonne information. Donc c'est à cela que nous invitons les jeunes, je profite de ce plateau pour lancer un appel aux jeunes, de s'approcher des structures. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a une décentralisation de toutes les structures. Au niveau des villes de l'intérieur, il y a une décentralisation de toutes les structures. Donc il faut approcher ces structures-là. Parce que quand vous allez, que vous déposez un CV, si on constate que le CV n'est pas pertinent, qu'est-ce qui se fait? Vous venez, on vous appelle, on vous forme. Ou on vous oriente vers des structures pour vous former. Et puis maintenant, si vous avez un projet, on met les moyens à votre disposition et on vous accompagne. Je pense que tous les dispositifs existent. Bien. Alors, Michel Betta, réaction sur le FAFSI et puis les efforts du gouvernement en faveur de la jeunesse? Les efforts en faveur de la jeunesse, le constat est malheureux et il faut le dire, c'est pas... Le chef d'État parle d'1 million de jeunes impactés par le PJGOUV ces dernières années. Vous savez, ces jeunes-là, le constat qu'on a fait, quand on les met en situation de travail, vous pouvez constater après 2 ans, 3 ans, c'est la faillite. On l'a vu, notre jeune très populaire, Dougouti même, on l'a vu. C'est-à-dire, je le dis pourquoi? Parce que c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire, on les met dans une posture de dire, écoute, on vous finance, mais le suivi, ça ne suit pas. Et en fait, les jeunes reviennent à la case départ. C'est pourquoi on ne sent pas souvent cet impact-là au niveau de la jeunesse. Moi, je dis, quand j'ai écouté le discours du chef de l'État, vous savez, on l'a dit tout de suite, il y a 12 millions de travailleurs. Et son discours est souvent axé sur les fonctionnaires. Malheureusement, il a tenu une seule phrase
vis-à-vis du secteur privé. Le secteur privé devrait le suivre. Mais comment? Qu'est-ce qui se fait pour que le secteur privé suive? Tous ces paramètres-là, souvent dans le discours du président, c'est comme si le privé n'était pas une priorité. Alors que moi, je pense en sent que vous attendiez des mesures économiques. Pour le privé surtout. Parce que, en fait, c'est le plus grand créateur d'emplois, contrairement à ce qu'on voit. Donc, moi, je compare souvent son discours à celui du président du PDC. Et je dis, ben, il y a une vision qui est différente. Quand lui dit, tout son temps, il va passer le privé, l'autre a un discours qui est plus fonctionnarial, alors qu'il ne résout pas le problème de l'emploi. C'est vrai, il aide les fonctionnaires, il aide les retraités, mais la question de l'emploi doit se régler avec le privé, pour lequel je ne vois pas trop, ça touche son intérêt. C'est dommage. Et puis bon, pour arriver à toutes ces questions de jeunesse, moi je crois que la jeunesse ivoirienne attend plus de leur président, ce qui malheureusement, il n'en donne pas suffisamment la mesure. Il avait promis 1 milliard par jour à la jeune, pour le développement de l'emploi jeune, mais l'impact sur le terrain, moi, c'est le constat que j'ai fait. Je parle, quand j'ai parlé de tout, j'ai vu sa tête de bien, mais je parle encore de celui qui a fait le salon des jeunes, le salon de coiffure là. Vous savez, pourquoi l'année est arrivée, il est en prison. Donc, alors qu'il a eu le plus gros financement, mais il est en prison et ses affaires sont arrêtées. Vous dites quoi? Vous dites simplement qu'au niveau des jeunes,